Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal s'apprête à célébrer son 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance le 4 avril 2023. L'occasion de dresser le bilan des 11 années de présidence de Macky Sall. L'autisme reste un défi de santé publique souvent méconnu en Afrique. Cap sur le Cameroun où le centre L'Épi Vert nous a ouvert ses portes à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'autisme qui se tient ce 2 avril. Et gros plan sur le projet Porto Novo, Ville Verte au Bénin. Une initiative qui vise à valoriser le potentiel du patrimoine touristique et culturel de la ville tout en renforçant sa résilience au changement climatique. Mais tout d'abord, au Cameroun, la nouvelle chambre du Parlement est au complet. Le président Paul Biya a nommé ce vendredi 31 mars les 30 sénateurs manquants, devant s'ajouter aux 70 autres élus lors des scrutins du 12 mars dernier. Sur les 30 sénateurs nommés, 6 sont issus de l'opposition et 24 sont du parti présidentiel RDPC. 11 sénateurs font leur entrée et plusieurs reconductions sont à noter, comme celle de Marcel Nia Djifendji, président en exercice de la Chambre du Parlement, qui enchaîne son 3e mandat successif depuis 2013. Au total, 7 partis politiques composent le Sénat pour ce nouveau mandat. Également dans l'actualité, du changement à la tête de l'armée au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a nommé ce vendredi 31 mars le colonel-major Célestin Simporé au poste de chef d'état-major général des armées, SEMGA, en lieu et place du colonel-major David Cabré. Il convient de rappeler que le général Célestin Simporé a présidé les assises nationales d'octobre 2022 qui ont désigné le capitaine Ibrahim Traoré comme président de la transition après le coup d'état militaire de septembre. Autre nomination, celle du colonel Théophile Nyekema au poste de chef d'état-major de l'armée de terre en remplacement du colonel Adam Néré en poste depuis février 2022. Le Sénégal s'apprête à célébrer son 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance le 4 avril 2023. L'occasion pour le président Macky Sall de faire le bilan de ses 11 années à la tête de l'État à un an de la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024. Sa gouvernance est marquée par l'aboutissement de projets majeurs dans le développement des infrastructures, parfois démarrés sous ses prédécesseurs. Le point avec Mildred Diamou. S'il faut résumer les 11 ans au pouvoir du président sénégalais Macky Sall, on dirait le développement des infrastructures. Du bus Rapid Transit Dakar-Guédawaï, au train express régional Dakar-AIBD, au stade Abdoulaye Wade, au tronçon autoroutier vers Touba et Mbour à partir de Thiès, à la gare des gros porteurs de Diamnadio, aux usines de traitement d'eau potable à Keu-Mouma-Sarr, en passant par la construction des ponts. Le chef d'État a su faire ses preuves en matière de gouvernance infrastructurelle en 11 ans à la tête du Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, a poursuivi de manière exponentielle l'œuvre de son prédécesseur en dotant le Sénégal d'infrastructures de très bonne qualité. Dans le domaine routier, de nombreuses intersections ont été libérées par l'instauration d'autoponts et le dernier, c'est de Cambérène, qui permet de rentrer et de sortir plus facilement de la capitale. Vous avez aussi le plus emblématique de tous, c'est le pont de la Gambie qui permet aujourd'hui que le nord et le sud du Sénégal ne soient plus qu'à 4 heures, contrairement à la journée qu'il fallait passer avant et qui est un facteur de développement économique très important. Donc, le président Macky Sall a équipé ce pays très fortement durant son magistère depuis 2012. Le secteur de l'énergie est également considéré comme l'une des plus belles réussites de Macky Sall à la tête du Sénégal. Sous son leadership, la stratégie Gas to Power a été initiée en 2018 pour aider à réduire la dépendance énergétique nationale vis-à-vis du pétrole et du charbon. Les données de la Sénélec, la société sénégalaise d'électricité, montrent que le pays a enregistré en 2012 une capacité de production d'électricité de 854,5 MW. Ce chiffre est passé à 1787,41 MW à la fin août 2022. On peut déjà globalement
dit que le bilan de Macky Sall est positif. Lorsqu'on fait une analyse comparative, dans une sous-région ouest-africaine marquée par des instabilités politiques sécuritaires, en matière d'investissement dans le secteur de l'éducation, en matière d'investissement dans les infrastructures, notamment la ville de Djamnadio, qui est un sanctuaire diplomatique qui organise la conférence internationale. Le président Macky Sall a fait beaucoup d'innovations en matière d'énergie solaire. Il a réussi les réformes institutionnelles, notamment en matière de décentralisation. Autre domaine d'action du président Macky Sall, l'agriculture, la démocratie, la consolidation de l'état de droit, la promotion des investissements et la santé. Cependant, les citoyens appellent à consentir plus d'efforts dans la couverture sociale, l'éducation et l'employabilité des jeunes. Du nouveau dans l'écosystème des exportations ivoiriennes, le Conseil national des exportations de Côte d'Ivoire a annoncé à l'issue de discussions menées le 30 mars la création prochaine d'un annuaire des exportateurs. Le but, améliorer la collecte de données et les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Les explications d'Esther Conan. Le secteur des exportations représente 85% des échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur, le conférant un rôle de premier plan dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Tenant compte de l'importance du développement de ce secteur stratégique, le Conseil national des exportations, CNE, a reçu une subvention pour l'exécution du projet d'appui de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation, SNE, de Côte d'Ivoire. Pour contribuer à améliorer le potentiel national d'exportation en Côte d'Ivoire, un atelier a été organisé à Abidjan le 30 mars par le CNE en vue de disposer d'une base informationnelle pour la mise en place d'un dispositif consensuel du commerce extérieur. Avec l'avènement de grands projets d'investissement dans le secteur des infrastructures, il s'agira surtout de faire ensemble des diagnostics en vue de collecter des informations auprès des secteurs, des structures publiques, parapubliques et privées intervenant dans les chaînes d'exportation. En créant l'annuaire des exportateurs, outil bientôt mis à la disposition du grand public, le Conseil national des exportations ouvre une porte à l'instauration d'un système numérique informationnel de gestion pour la collecte de données et le suivi des entreprises exportatrices. En plus de l'annuaire des exportations, le CNE œuvre aussi à la réalisation du programme Astuces Offensive Export, présenté comme une innovation dans l'écosystème des exportations ivoiriennes. Je tiens à exprimer ma satisfaction pour la tenue de cet atelier, de cette institution de réflexion. Je sais pouvoir compter sur l'expertise et le dynamisme du Conseil national des exportations pour la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Les performances du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire sont surtout portées par les produits des filières prioritaires de la stratégie nationale d'exportation, dont le cajou, le coton, le café cacao et les autres produits d'exportation. C'est une première depuis son indépendance en 1958. La Centrafrique voit sa capacité électrique nationale augmenter, passant de 60 à 72 mégawatts. Cet accroissement de production d'électricité provient de la mise en service le 27 mars de la nouvelle centrale photovoltaïque de Sakaï, au sud du pays. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. En Centrafrique, la capacité d'électrification est officiellement passée de 60 à 72 MW le 27 mars 2023. Cette information a été rendue publique lors de la tenue de la cérémonie de fin de travaux de construction de la centrale solaire de Sakaï, située à quelques kilomètres de la capitale Bangui. Toutefois, les autorités ont précisé que l'objectif visé en capacité d'électrification optimale du pays reste d'environ 250 MW. Pour le président Faustin Archange Touadéra, cette centrale s'inscrit dans la ligne du programme de renforcement institutionnel du secteur de l'énergie, l'un des programmes prioritaires de la politique énergétique centrafricaine et fait partie des objectifs fixés lors de la COP21 à Paris. L'entrée en service de la centrale solaire Sakaï après la centrale hydroélectrique de Boali 2 bis et de la centrale thermique de Bangui montre l'engagement de notre pays dans la recherche de solutions aux problèmes récurrents du déficit entre l'offre et la demande d'électricité dans notre pays. L'accès à l'énergie est au cœur des questions telles que la sécurité, le changement climatique, la production alimentaire et le renforcement des économies tout en protégeant les écosystèmes.
D'après un rapport publié en juin 2022 par la Banque mondiale, seuls 14,3% de la population centrafricaine a accès à l'électricité, avec des taux allant d'environ 35% à Bangui à environ 0,4% dans les zones rurales. Avec sa capacité de production estimée à 15 MW, la centrale solaire de Sakai vient compléter les puissances déjà installées, notamment Boali de Bis et la centrale thermique de Bangui. Cette nouvelle centrale a au moins 3 apports. Le premier apport, c'est l'augmentation de la capacité installée de tout ce qui est aménagement hydroélectrique ou photovoltaïque ou thermique susceptible de donner l'énergie dans le pays tout entier, la RCA notamment. Deuxième apport maintenant, c'est l'augmentation du taux d'électrification qui est très faible actuellement. Cette nouvelle centrale va venir contribuer à l'augmentation du taux d'accès des populations à l'énergie électrique. Soulignant que ce projet lancé le 17 janvier 2020 est le fruit de la coopération sino-centrafricaine. La Centrafrique souhaite dans les prochaines années développer le potentiel hydroélectrique, solaire et de la biomasse afin d'accroître l'électrification des zones rurales et urbaines et accélérer le développement des projets structurants. C'est un défi de santé publique. L'autisme est une pathologie mal connue en Afrique. Le Cameroun chiffrait en 2016 à 3000 le nombre d'enfants autistes à la naissance chaque année et plus de 100 000 cas recensés. Les centres spécialisés comme celui des Pivers restent rares et les enfants atteints d'autisme sont souvent stigmatisés. Un sujet de Joël Ballot. Marie-France se concentre, sinon je l'enlève de la table. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Au Cameroun, près de 3000 enfants naissent autistes chaque année d'après le ministère de la Santé publique. Du fait du faible niveau de sensibilisation, l'autisme reste encore mal connu par les populations. Cependant, il existe des unités localisées pour l'inclusion scolaire. C'est le cas du groupe scolaire Les Pivers à Yaoundé qui abrite en son sein une unité de prise en charge des personnes autistes. Inclusif, ça veut dire que les enfants ont un îlot où ils respirent, ils font les apprentissages de manière adaptée dans un lieu qui est calme et qui leur ressemble, où on tient compte de leur particularité qu'est l'autisme. Et quand ils sont déjà assez aptes, ils commencent à aller petit à petit à la rencontre de leurs camarades dits neurotypiques. Yvan, Grace, Nicolas, Mireille sont tous autistes et scolarisés à l'unité localisée pour l'inclusion scolaire Les Pivers. Ils bénéficient comme d'autres d'un accompagnement spécifique car il existe plusieurs types d'autisme. À l'aide d'encadrants, un programme est établi chaque jour de classe en fonction de leur capacité d'adaptation, ce qui leur permet de se familiariser rapidement à leur milieu de vie et de s'intégrer socialement. Les enfants sont dans une école dite normale. Ils ont une salle qui est à eux, mais ils sont à la rencontre de manière perpétuelle et permanente avec leurs pairs de même âge. Ils font les récréations ensemble, ils font un certain type d'apprentissage ensemble. Ceux qui sont assez aptes vont en classe pour travailler le programme scolaire adapté. Avec un plaidoyer pour une éducation inclusive, Sophie Mbok s'arrange à associer les personnes dites saines et les personnes autistes pour favoriser le vivre ensemble. Malheureusement, la tâche reste longue au Cameroun, car il n'y a pas de statistiques à jour sur le nombre de personnes vivant avec l'autisme et même le Cameroun manque de spécialistes pour son diagnostic. Un projet hybride est en train d'être mené par le conseil municipal de Porto Novo Bénin. Son nom, Porto Novo Ville Verte. Le but, développer les activités culturelles, commerciales, touristiques, mais aussi révéler les espaces publics de biodiversité dont dispose la commune. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Porto Novo, la capitale politique du Bénin, abrite plusieurs places traditionnelles vaudou et touristiques. La place Iya Abimessan est l'une d'entre elles. Située dans le quartier Akron, la légende raconte que cette place a été créée par les Yoruba pendant la période migratoire. Sur les instructions du roi, la reine-mère, qui était enceinte à l'époque, aurait accouché de 9 enfants derrière une termitière présente sur les lieux. Ce site patrimonial a été rénové dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte, porté par le gouvernement avec l'appui technique et financier de la République française. Au total, 12 artistes plasticiens ont participé à la rénovation de la place habituellement appelée Avessan.
J'ai eu à réaliser 5 œuvres, le Zangbeto. J'ai eu à réaliser également l'arrivée des 3 chasseurs. Ça vient de l'histoire qui nous a été contée ici sur cette place. J'ai eu à réaliser encore le temple à Besson qui se situe devant vous. En dehors de la valorisation du patrimoine culturel de la capitale béninoise et son potentiel touristique, le projet Porto Novo Ville Verte intègre aussi l'aménagement d'une promenade lagunaire, de voies d'accès aux berges, l'accompagnement d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Dans le cadre de son déplacement au Bénin, la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie, Chrysoula Zakharopoulou, a découvert ce site patrimonial. C'est un exemple de coopération décentralisée, comme disait Madame la ministre. Ce n'est pas seulement au niveau des gouvernements, au niveau des présidents ou des ministres que ça se passe. Ça se passe aussi au niveau des édiles, au niveau des maires, au niveau des préfets. Madame la préfète est ici. Et ça se passe surtout au niveau des artistes. C'est une belle réponse contre le changement climatique et alors avec l'amélioration de la qualité de la vie des habitants, mais aussi pour nous comme touristes qu'on peut venir à profiter, à faire une promenade. C'est une promenade culturelle. À noter que le projet de développement urbain durable Porto Novo Ville Verte constitue un programme d'adaptation des villes au changement climatique. Il s'évalue à près de 6,232 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.